Donc, on va parler dans cette partie-là justement de tout ce qui va être de l'ordre de l'attitude relationnelle et de la communication par rapport à une stratégie et un objectif de changement là-dessus. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas justement cette résistance au changement individuelle dans un cadre de relation, il n'y aurait pas besoin d'être stratégique en fait dans sa communication d'une manière générale. Et il suffirait de demander quelque chose à quelqu'un pour l'obtenir. En fait, ce serait aussi simple que ça. Mais effectivement, dans la vie, nous expérimentons une autre réalité que ça. Alors, quand l'opposition nuit à la collaboration désirée, il y a beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne, donc pas d'engagement d'un collaborateur dans le cadre d'un projet de changement souhaité, par exemple, ou d'un groupe de collaborateurs, pas de soutien d'un dispositif, par exemple un dispositif RH par une direction générale, mais ça peut être d'une nature différente, un interlocuteur qui reste sur ses a priori au cours d'un entretien décisif, dans un cadre commercial, dans le cadre d'un entretien d'évaluation ou d'un entretien de recrutement, et puis dans un registre, par exemple, de la vie quotidienne ou à l'école, des élèves qui continuent à provoquer ou à se disputer malgré les injonctions du corps professoral, un patient qui n'observe pas le traitement prescrit parce qu'il a bien envie mais il n'y arrive pas, il est empêché, ou un coaché qui reste sur ses positions parce que sa résistance est telle qu'il met au défi le coach de l'amener à changer alors qu'il a tout essayé. Alors, face à la résistance d'un interlocuteur, les principales tentatives de solution que l'on met en place vont être d'insister, de convaincre, d'essayer par des moyens détournés ou avec des alliés, d'obtenir gain de cause. Et nous savons que quand on propose dans la conviction ou l'insistance une solution rationnelle, argumentée face à un blocage émotionnel, on ne peut pas être efficace. Et comme le dit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et pour faire un lien avec ce que nous a dit Bernardo tout à l'heure, il va falloir utiliser un autre canal de communication que la simple rationalité. Donc nous avons choisi aujourd'hui d'éclairer la résistance que l'on rencontre le plus souvent quand on est dans une relation. Ça va être l'opposition. Donc l'opposition peut être explicite quand elle annonce franchement la couleur, ou elle peut être implicite aussi, et là, dans ce cas-là, elle avance masquée. Alors, des exemples d'interlocuteurs s'opposant de manière explicite, il y en a beaucoup, souvent. Alors, dans l'entreprise, ça peut être le jeu classique de certains syndicats avec la direction, ou au sein d'une équipe, entre un collaborateur et un manager. Il peut y avoir l'attitude des ados dans la famille par rapport aux parents. Il peut y avoir des victimes de la vie, des gens déprimés, par exemple, qui demandent de l'aide et en même temps qui mettent en échec toute l'aide qu'on leur apporte, etc., etc. Alors, ce qui caractérise finalement la communication des opposants explicites, ça va être une communication qui va être très émotionnelle, par exemple nourrie par la colère, avec un message très clair qui va être non. Non, parce que non, en fait. On a juste envie de s'opposer. Ils vont adopter une attitude relationnelle en position haute, qui vont être confrontatives, ils vont être sûrs de soi, tel Goliath. Ils invitent à la confrontation comme un défi, et ça leur donne un sentiment de puissance, une impression de contrôler les interlocuteurs, et ça leur apporte la preuve qu'ils ont de l'importance, en fait, d'une certaine façon. Donc, face à l'opposant explicite, les tentatives habituelles de réponse à ces invitations à la confrontation vont être soit de répondre à l'identique, si on s'en sent suffisamment fort et armé, et là, il va y avoir un risque d'emballement, d'argumentation, de contre-argumentation qui monte en escalade symétrique, et qui est destiné à vouloir convaincre l'autre à tout prix. Or, on sait que plus on s'oppose à un opposant explicite, plus cela lui donne de la force. C'est comme si, pour prendre une analogie, en le pourchassant, on donnait plus de puissance à la bête sauvage que l'on cherche à neutraliser. Alors, deuxième possibilité aussi, c'est que on peut aussi, à l'opposé, refuser cette opposition, d'entrer dans le jeu de l'opposition, s'abstenir de répondre, éviter l'invitation à la confrontation. Et dans ce cas-là, il y a un risque fort aussi que la relation se stabilise dans le temps
dans une sorte d'équilibre complémentaire où il y en a un qui s'oppose, et comme pour soulager sa tension, et l'autre qui fait le paratonnerre. Et c'est le schéma dans lequel se cristallisent beaucoup des relations qu'on peut qualifier de harcèlement, par exemple. C'est fréquent, évidemment, dans le travail, ça peut être fréquent aussi dans la vie quotidienne, affective, les couples, les familles, etc. Alors, pour communiquer de manière stratégique avec un opposant explicite, eh bien, il faut une communication qui va être paradoxale, en prescrivant l'opposition elle-même, sans toutefois, bien sûr, faire la promesse que nous allons en tenir compte à 100%. Donc, l'opposant explicite, comme son opposition va être systématique ou insistante, il est plutôt prévisible, en fait. Donc, c'est comme si, pour utiliser un stratagème particulier, sa communication était linéaire et que pour le contrer, il fallait adopter une communication plutôt une force circulaire, en fait, un peu comme dans les arts martiaux. Et donc, il va y avoir un recadrage positif et bienveillant sur l'utilité de l'opposition. On va pouvoir leur dire, les inciter, en fait, à s'opposer, en leur disant que c'est très utile pour envisager une meilleure communication, une meilleure coopération à l'avenir, ou pour une meilleure prise en compte de l'objet de la contestation. Et donc, voilà, il va y avoir donc une prescription de cette opposition qui va être très impactante. Deuxième opposition possible après cette opposition explicite, c'est celle qui est implicite et qui avance masquée. Et donc là, il y a aussi beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne. Dans le cadre hiérarchique, par exemple, on a des collaborateurs qui s'engagent à faire un travail mais qui s'arrangent pour ne pas le faire, ou des gens qui vont s'engager dans un changement et finalement ne pas être complètement dedans. Dans le cadre de relations familiales, ça peut évidemment se passer aussi. Et dans toutes les situations de changement, il y a l'ambivalence qui existe aussi par rapport à ça. Donc, leur communication, l'opposant implicite, va être plutôt différente, de type contradictoire, rationnel, factuel. Il y a un oui officiel, en fait, et à ce oui officiel succède un non qui vient finalement saboter le premier oui. Donc l'opposant implicite, ça va être celui qui va dire oui mais c'est pas le moment, ou oui mais c'est trop tard, ou oui mais ça ne va pas durer, ou oui mais dans les projets de changement, oui mais ça on l'a déjà fait et ça ne marche pas, etc., etc. Et ce oui mais revient finalement à dire un non et qui n'est pas toujours facile avec lequel il est difficile de manœuvrer en fait. Donc l'attitude relationnelle de ces opposants implicites, c'est plutôt, ils ont une position plutôt basse, hésitante, intimidée, et donc ils vont faire en sorte de saboter finalement ce qui va se passer, ce qui va leur permettre, ce sabotage va leur permettre d'esquiver ce qu'ils vont percevoir comme étant une menace, et de préserver finalement des zones de confort habituelles par rapport à ça. Alors face à un opposant implicite, bien, les tentatives habituelles de réponse vont être plutôt soit de pousser le oui, en disant si tu es capable, d'encourager tu dois y arriver, tu peux y arriver, soit de dénoncer cette contradiction, puisque on entend d'abord un oui et ensuite un non, et on peut la dénoncer et la démasquer. Et c'est risqué en fait, parce qu'il peut y avoir une escalade symétrique tout aussi opposante, et l'implicite peut devenir explicite à ce moment-là. Dans les deux cas, de toute façon, on renforce finalement le process de la promesse qui sera sabotée un peu plus tard. Alors, pour communiquer de manière stratégique avec un opposant implicite qui va utiliser un message contradictoire avec une position faussement basse, eh bien, on va adopter un message contradictoire et plutôt provocateur avec une position plutôt haute. C'est une façon d'être stratégique par rapport à ça. Donc, il va y avoir un recadrage bienveillant et provocateur du confort, le confort qu'on trouve dans la résistance à ne pas changer tout de suite. Et donc, par exemple, on va pouvoir dire, on s'habitue à tout. Vous savez qu'on peut trouver du confort partout, même dans les mauvaises habitudes ou même dans les mauvaises situations.
Il y a la possibilité ensuite d'expliciter tout ce qui va être toutes les aspirations qui sont liées aux bienfaits de la collaboration, mais tout en actant finalement l'incapacité actuelle à fournir des efforts pour celui qui montre qu'il n'est pas complètement encore engagé dans le changement, en fait, pour en bénéficier. Hein, par exemple, c'est pour être à la fois provocateur et bienveillant, vous pourriez faire quelque chose de différent, mais je sais que vous n'êtes pas capable de modifier votre habitude, pour l'instant en tout cas. Donc ça, c'est des cas qu'on rencontre très souvent dans la thérapie et dans le coaching, bien sûr, et puis de fait aussi dans les situations managériales. Et dernier point, évidemment, il y a l'enjeu est de réduire les conditions de confort qui freinent le changement et qui ne sont pas évidemment que de l'ordre de la communication. Donc cette communication stratégique, contradictoire et provocatrice, peut inciter la personne à ne pas s'engager dans la collaboration parce que pour l'instant il est incapable et généralement ça le fait plutôt réagir.